Sur le régolithe de la vallée lunaire de Taurus Littrow trône un étrange animal. Au milieu des collines grises, on dirait une araignée d'un autre monde, et pour la Lune, eh bien c'est précisément ce qu'il est, d'un autre monde. Dans le fond de bruit blanc de la transmission radio, deux voix saturées comptent les dernières secondes d'un compte à rebours, et à zéro, la tête du monstre quitte son corps dans un feu d'artifice d'étincelles pour s'élever à la verticale dans le parfait silence de l'espace. La caméra, pilotée depuis la Terre, suit l'ascension de la capsule, qui en quelques secondes se réduit à la taille d'un point de plus en plus difficile à cadrer pour le système de suivi. À son bord, Gene Cernan et Harrison Schmitt sont les deux derniers humains à avoir foulé le sol de notre satellite, et leur mission Apollo 17 sera la dernière expédition lunaire du plus ambitieux programme spatial de l'histoire, mais ce n'est pas pour autant la dernière mission Apollo. Salut les terriens, le programme Apollo, c'est sans doute celui qui a le plus marqué l'humanité, tant son objectif semblait à la fois inaccessible et grandiose. La Lune, aller sur la Lune, marcher sur la Lune. Si vous ne connaissez pas tous les détails de l'incroyable mission Apollo 11, celle qui a vu le premier terrien poser le pied sur notre satellite, il faut absolument que vous découvriez cette bande dessinée, Apollo 11, comment on a marché sur la Lune, sortie le 19 octobre, écrite et dessinée par Jonathan Fetterworm et éditée par les Humanoïdes Associés qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. Et quel sponsor mes chers terriens, j'ai dans les mains une bande dessinée de 250 pages extrêmement bien réalisée qui raconte en images cette superbe mission spatiale américaine, entrecoupée de toutes les grandes découvertes spatiales et les avancées scientifiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui ont permis cet exploit, avec par exemple les travaux de Kepler, de Galilée et de Newton, mais aussi les recherches parfois controversées de Von Braun, dont on va parler dans cette vidéo, les calculs de Margaret Hamilton et de bien d'autres femmes et hommes qui ont gravé leur nom dans l'histoire spatiale du monde. Cette bande dessinée, pleine de culture générale spatiale, ce qui colle très bien avec le journal de l'espace, vous allez me dire, est disponible dans toutes les librairies et espaces culturels, et je vous invite vraiment à sauter dessus, un chef-d'œuvre que tout passionné d'espace se doit d'avoir dans sa bibliothèque. Moi en tout cas, j'ai la mienne. Les Humanoïdes Associés, merci à vous pour cette très belle sponsor que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Pour Apollo, il faut savoir que la NASA a financé pour près de 260 milliards de dollars actuels le développement de trésors technologiques par des centaines de milliers d'ingénieurs et d'ouvriers. De la plus grande fusée de l'histoire aux calculateurs les plus miniaturisés de son époque, en passant par les modules habités et les combinaisons de sorties extravéhiculaires, ce serait toute évidence un immense gaspillage de ressources et de savoir-faire que de mettre à la poubelle toutes ces précieuses inventions aussitôt la course à la Lune achevée. Aussi, dès 1966, alors qu'aucune Saturne V n'a encore quitté la Terre, la NASA commence déjà à concevoir les grandes lignes de ce qui devra prendre la suite. Sous l'impulsion du visionnaire Wernher von Braun, dont je parlais juste avant, les ingénieurs de la société Bellcom échafaudent alors les missions de l'Apollo Applications Programme, qui, en réemployant le matériel conçu pour les missions lunaires, devront voir plus grand et surtout plus loin, beaucoup plus loin. Mes chers terriens, voici l'incroyable suite oubliée des missions lunaires Apollo. Lorsque la NASA est créée en 1958, c'est en réponse directe au lancement de Spoutnik par l'Union soviétique, et l'objectif de l'agence est clair, redresser la barre et remporter la compétition idéologique autant que technologique engagée avec le bloc adverse. Mais en fait, pour ses dirigeants, il n'est même pas certain que cette structure toute neuve qui vient d'installer ses quartiers à Washington survivra au-delà de quelques années d'expérimentation explosive et hasardeuse. En 1962, lorsque Kennedy prononce le discours qui lui affecte officiellement la mission de conquérir la Lune, la NASA commence enfin à penser à long terme puisque son nouveau programme s'étalera au minimum sur une décennie. Mais après, eh bien rien n'est encore acquis. Il faut garder en tête que les objectifs qui lui sont attribués sont avant tout politiques, et en supposant que la course à la Lune soit remportée, eh bien l'agence n'a encore aucune garantie de conserver après cela ni ses finances ni le soutien du Congrès. Pour assurer sa pérennité, il lui faudra voir plus loin. En fait, il lui faut proposer des plans si ambitieux qu'ils assoiront définitivement la supériorité des États-Unis et sauront surtout séduire les sénateurs les plus frileux. Et ça tombe bien, les ambitions de Wernher von Braun, l'ingénieur en chef du Marshall Space Center, sont à la hauteur de leurs rêves les plus fous. L'immense fusée Saturne V, c'est son bébé, et pour lui, les variantes qu'il en imagine sont rien de moins que la clé de l'exploration habitée du système solaire. Tous les plans qui seront proposés par la suite par son équipe reposent alors sur l'idée extrêmement osée de transformer l'immense volume de ces réservoirs en véritable station spatiale. Lorsqu'une fusée Saturne V s'envole vers la Lune, elle utilise jusqu'à la dernière goutte les ergols contenus dans ces gigantesques réservoirs, soit plusieurs centaines de mètres cubes pour chacun de ces 3 étages. Les 2 premiers la propulsent d'abord en orbite terrestre, puis le 3e achève le travail en insérant le train formé par le module de commande et le module lunaire sur l'orbite de transfert vers la Lune. Tout dans cette configuration est pensé, dessiné et optimisé dans un seul but, poser 2 humains à la surface de la Lune.
Mais Von Braun sait voir large et il ne manque pas d'idées pour détourner cette architecture. Il voit sa fusée comme un outil puissant dont il peut décliner l'usage de multiples manières, et lui qui rêve déjà de stations spatiales de grande envergure propose dès le milieu des années 60 un concept d'habitat spatial d'un genre nouveau, le Wet Workshop, qui se traduit par atelier humide. Le principe sur le papier est extrêmement simple. Lorsque le second étage d'une Saturne V, baptisé S2, propulse le troisième autour de la Terre, il finit lui-même quasiment en orbite. Et il est énorme, son réservoir d'hydrogène à lui seul représente plus de 400 mètres cubes, soit l'intégralité du volume habitable de la Station Spatiale Internationale actuelle. Une fois sa poussée achevée, il est vide, et en supposant qu'il n'ait pas la masse considérable d'ergols du troisième étage à pousser, il serait capable de gagner à lui seul une orbite terrestre stable. On disposerait alors d'un cylindre pressurisable de grand volume prêt à être transformé en station. Le plan que va griffonner Von Braun sur un coin de papier est le suivant: une fois le second étage en orbite, son reliquat d'ergol est purgé dans l'espace, une trappe d'accès de grand diamètre située sur le haut du réservoir d'hydrogène vide est alors ouverte, et en lieu et place du troisième étage se trouve une structure cylindrique comportant tous les équipements nécessaires à un habitat spatial qui n'aurait pas supporté de faire le voyage au milieu de l'hydrogène liquide. Ce cylindre est alors inséré par des actionneurs hydrauliques dans le vaste réservoir et la trappe refermée hermétiquement. Toutes les structures qu'un bain d'hydrogène n'aurait pas endommagées auraient-elles été installées dès le départ dans le réservoir. L'ensemble constitue alors une station spatiale de très grand volume et surtout d'un seul tenant. Et voilà comment on aurait envoyé sur une seule fusée une station orbitale d'un volume comparable à l'ISS, et ce dès les années 70. Mais le concept d'atelier humide ouvrait aussi de nouvelles portes, encore plus ambitieuses, loin de l'orbite terrestre. Lors d'une mission lunaire, une fois que le troisième étage a accompli sa poussée, il est éjecté et continue alors sa course vers la Lune en parallèle des modules habités. À partir d'Apollo 13, on l'utilisera d'ailleurs pour s'écraser à sa surface, pour générer des secousses capables d'être perçues par les sismomètres installés par les missions précédentes. Mais pour Von Braun, ce déroulement de mission n'est pas optimal. On envoie ici sur la même trajectoire les modules habités minuscules dont l'équipage doit se contenter, et une structure pensée pour être pressurisée de plus de 350 mètres cubes dont on ne fait rien d'autre que de la cracher. Donc de son point de vue, c'est du gaspillage. Car si on appliquait le concept de l'atelier humide dont je parlais juste avant à ce troisième étage, on obtiendrait là aussi un habitat spatial de grand volume, mais cette fois non plus condamné à rester en orbite terrestre, car lorsque le troisième étage est vide, eh bien c'est après s'être propulsé vers la Lune. Et voilà dans les grandes lignes comment on se retrouve en capacité d'envoyer vers la Lune un habitat de plusieurs centaines de mètres cubes pressurisés. La société Belcom, que l'on a déjà évoquée dans notre épisode sur le ver lunaire, prend alors le relais pour proposer les missions les plus ambitieuses de ce fameux Apollo Applications Programme. Dans son intégralité, il aurait alors comporté les phases suivantes. La phase 1, dont l'objectif était de valider la possibilité de se poser en sécurité sur la Lune, consistait en 4 missions de courte durée qui se sont concrétisées par Apollo 11 à 14. La phase 2, intitulée phase d'exploration, qui incluait des missions plus longues avec des séjours de 3 à 4 jours sur place. Ces missions devaient emporter entre autres un rover capable d'étendre de plusieurs kilomètres le rayon d'action des astronautes autour de leur site d'atterrissage, il s'agit ici d'Apollo 15 à 17, et la phase 3 consistait en une série de survols habités de longue durée sans alunissage. Des équipages se seraient placés pour près d'1 mois en orbite polaire pour effectuer des observations scientifiques, mais cette fonction a finalement été remplie pour bien moins cher et de façon beaucoup plus sûre et durable par les sondes inhabitées. La phase 4, quant à elle, devait enfin voir des équipages prendre possession de camps de base lunaires de petite taille lancés par des fusées séparées pour des missions allant jusqu'à 14 jours. Suite à ces 4 phases, dont vous l'aurez noté d'ailleurs, seules les 2 premières ont effectivement été mises en œuvre, devait préparer le programme LESA pour Lunar Exploration System for Apollo, une véritable installation durable à la surface de notre satellite. La conversion des 3e étages en atelier humide ouvrait la voie à de nombreuses architectures extrêmement ambitieuses, dont l'installation de bases de grande taille à la surface de la Lune. Pour les dernières phases de ce programme, ce sont ainsi 6 hommes et femmes qui auraient séjourné sur place pendant près de 6 mois, alimentés en énergie par des réacteurs nucléaires. Des stations en orbite polaire, des bases alimentées par des réacteurs nucléaires, ça vous rappelle peut-être quelque chose? Les objectifs du retour sur la Lune d'Artemis ne sont à vrai dire pas si loin de ceux de l'Apollo Applications Programme, mais si Artemis lorgne aujourd'hui sur Mars, eh bien c'est une autre planète qu'on avait en vue à l'époque. Et oui, si le 3e étage pouvait se transformer en habitat propulsé vers la Lune, il pouvait aussi bien être pointé vers d'autres destinations. Et étonnamment, l'option la plus réaliste conçue à l'époque était notre plus proche voisine, à savoir Vénus. C'est ce qui a été proposé dès 1966 avec un décollage prévu pour 1973, un an à peine après Apollo 17. Cette mission ne nécessitait ici que l'utilisation d'une seule fusée Saturne V spécialement modifiée, dont le 3e étage aurait été un atelier humide capable, une fois vidé de son carburant, d'accueillir 3 astronautes pour une durée de 400 à 600 jours, suivant les trajectoires envisagées. Une fois placé en orbite terrestre par les premiers et second étages, le module de commande abritant l'équipage se serait séparé, retourné et amarré à leur futur habitat, comme cela se faisait pour les missions lunaires.
Mais la grande différence, c'est que pour une mission lunaire, ce retournement s'effectue une fois en route pour la Lune. Or ici, pour des raisons de sécurité, il était impensable d'envoyer le vaisseau en direction de Vénus avant même de s'assurer que l'équipage serait en mesure de gagner son futur habitat. Et oui, si l'amarrage devait échouer, il se serait en effet retrouvé propulsé pour un voyage de plusieurs mois, confiné dans un vaisseau conçu pour les maintenir en vie quelques jours tout au plus. Le retournement devait donc se faire en orbite de parking terrestre, et par conséquent, la poussée du 3e étage en direction de Vénus devait être réalisée avec les astronautes assis et bien dans le mauvais sens. Et si comme moi vous n'aimez pas prendre le train dos à la marche, essayez donc d'imaginer ce qu'aurait subi pendant plusieurs minutes l'équipage de ce vol pour Vénus, alors que l'étage de leur fusée leur imprimait sa poussée non pas dans le dos, mais pendu dans leur sangle, les yeux sortant des orbites. Et ouais, pas terrible. En cas d'incident pendant cette poussée, l'équipage disposait d'1 heure au plus pour prendre la décision d'annuler leur mission et d'utiliser le moteur du module de commande pour faire demi-tour vers la Terre. Après ce délai, le seul trajet de retour sur Terre passait par Vénus. Une fois la poussée réalisée et le 3e étage vidé, les astronautes auraient eu la tâche complexe de finir d'aménager son réservoir d'hydrogène grâce aux équipements entreposés dans le volume normalement occupé par le module lunaire et en faire un habitat digne de ce nom. Ils auraient ensuite pris leur mal en patience pendant les 5 mois du trajet vers Vénus, 2 antennes à Haugen assurant les communications avec la Terre. Avec pour seul carburant disponible celui du module de commande pour les corrections de trajectoire, il ne s'agissait bien sûr pas de se mettre en orbite et encore moins de se poser. Le survol à 5000 km d'altitude n'aurait duré que quelques heures, pendant lesquelles l'équipage se serait livré à une série de mesures et d'expériences scientifiques. Des sondes auraient été libérées pour descendre dans l'atmosphère, et puis aussitôt le voyage de retour aurait débuté. De retour vers la Terre, l'équipage aurait utilisé le module de commande pour se poser de la même façon qu'au retour d'une mission lunaire, à cela près que la vitesse de rentrée dans l'atmosphère terrestre depuis Vénus aurait été plus élevée encore, c'est-à-dire tout de même près de 50 000 km à l'heure contre 40 000 pour la Lune. Le 3e étage, qui les aurait abrités pendant de longs mois, aurait lui été abandonné dans l'espace. Mais en 1966, Apollo n'a pas encore gagné la Lune, et pour convaincre le Sénat de financer une telle expédition, il aurait fallu déjà que le plan initial se déroule sans accroc. Et malheureusement, l'accroc vient dès l'année suivante. En 1967, pendant une répétition sur le pas de tir, les astronautes d'Apollo 1 perdent la vie dans l'incendie de leur capsule. Les politiques prennent alors conscience des vrais risques qu'ils font prendre aux astronautes et des répercussions de ce genre d'accident sur l'opinion publique. Dans le même temps, la guerre du Vietnam atteint son apogée, engloutissant des ressources de plus en plus massives. Le Sénat, qui était jusque-là favorable à Apollo, freine des cas de fer, le budget attribué au programme ne fera à partir de cette année que diminuer d'année en année, et s'il est impossible de revenir totalement sur le défi lunaire posé au début de la décennie par le président Kennedy, les missions de l'Apollo Applications Programme seront les premières à sauter. Les premières certes, mais pas les seules. En 1970, ce sont aussi Apollo 18, 19 et 20 qui seront supprimés, avant même qu'un équipage ne leur soit affecté. Adieu donc, base géante et voyage vers Vénus, mais l'annulation des dernières missions lunaires a libéré du matériel, et en particulier 3 premiers étages de Saturne V prêts à voler, et Von Braun bien sûr n'a pas dit son dernier mot. Si tout espoir d'exploration lointaine s'est envolé avec les coupes budgétaires, l'idée d'une station en orbite terrestre continue de faire son chemin. La mise en œuvre du concept d'atelier humide est rapidement écartée car trop complexe. En effet, à la vue de la liste interminable d'équipements indispensables à une station orbitale ne tolérant pas un lancement plongé dans l'hydrogène liquide, le travail à réaliser par les premiers astronautes envoyés à bord aurait été considérable. La NASA va donc revoir sa copie pour proposer un concept de station orbitale un poil plus réaliste, toujours composé d'un 3e étage de Saturne V aménagé, mais puisqu'il n'est pas destiné à être propulsé vers la Lune ou Vénus, il pourra être directement envoyé en orbite terrestre vide de carburant, achevé et prêt à être habité. Ce sera ici la station Skylab, disposant d'un volume habitable énorme de 350 m3, soit plus d'un tiers de l'ISS, et surtout d'un diamètre qu'aucune autre station orbitale n'a plus jamais eu par la suite, qui permettra à ses habitants de se livrer à des expériences d'acrobatie en apesanteur que plus personne n'eut l'occasion de rééditer depuis. Skylab, donc sous ses airs rustiques, était en fait la descendante directe des projets parmi les plus ambitieux jamais pensés pour l'exploration humaine du système solaire. Imaginez un peu cette station dont vous avez sans doute tous vu les images, lancée à travers le système solaire pour explorer Vénus. Et dites-vous eh bien qu'on n'est pas passé si loin. À partir du milieu des années 70, cependant, la NASA mise l'intégralité de son programme habité sur sa navette spatiale, et aussi à ce qu'elle pourra mettre en orbite, à savoir Hubble et bien sûr l'ISS. Mais le principe de l'atelier humide ne disparaît pas totalement pour autant. Au fil des décennies, des architectures utilisant ce principe refont périodiquement surface, et avant que l'accident de Challenger ne vienne rebattre les cartes, c'est ce qui avait été envisagé pour le vaste réservoir principal des navettes. Plus récemment, en 2013, un concept de station baptisé Skylab 2, en l'honneur de son ancêtre, a été étudié au Marshall Space Center. Cette station, réalisée cette fois à l'intérieur d'un réservoir d'hydrogène du SLS, aurait été destinée à être placée au point de Lagrange L2 du système Terre-Lune comme base avancée autour de notre satellite, et aurait détrôné Skylab au rang de la plus large station spatiale, avec un diamètre de plus de 8 mètres.
Voilà les terriens, le concept d'atelier humide, complexe à mettre en œuvre, offrirait à un équipage en partance pour un voyage interplanétaire un espace de vie inégalable. Il suffit de penser au gigantesque réservoir de méthane du Starship pour s'en convaincre. Alors verra-t-on un jour voler un tel vaisseau? Eh bien je vous laisse me donner votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que ce nouveau voyage dans les archives du programme Apollo vous a plu, et si vous voulez aller encore plus loin, surtout n'hésitez pas à aller vous procurer cette superbe BD, Apollo 11, comment on a marché sur la Lune. En attendant, n'oubliez pas non plus le pouce bleu et la cloche avant de revenir sur Terre, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les terriens!